Alors ici, on est maintenant juste devant le Saint-Laurent, le fleuve. Enfin, le fleuve, c'est l'estuaire maritime du Saint-Laurent, environnement marin. Et là, je vais vous parler d'un animal qui est un symbole du Saint-Laurent. Il est tout blanc. On l'appelle la baleine blanche, on l'appelle le marsouin blanc. Il porte un nom russe, beluga, donc vous avez deviné de qui je parle. Donc d'un cétacé, un cétacé symbolique pour notre région, puisque c'est une espèce qui, je dirais pas en voie de distinction, mais qui commence à représenter quelque chose de symbolique pour le Québec. Cette région où nous sommes, nous avons des populations de belugas actuellement qui longent cette partie du bas Saint-Laurent, de la rive sud du Saint-Laurent. Alors le beluga, disons, qu'est-ce qu'un beluga? D'abord, c'est un cétacé. Alors les mammifères, comme vous savez, il y a les mammifères terrestres et les mammifères marins. Et dans les mammifères marins, nous avons les cétacés. Les cétacés regroupent à peu près 90 espèces identifiées à l'heure actuelle, bien qu'on identifie à peu près une ou deux espèces tous les 2 ou 3 ans maintenant. Et chez ces cétacés, il y a 2 groupes de cétacés. Nous avons les cétacés à fanon et les cétacés à dents. Cétacés à fanon, vous les connaissez, c'est les baleines, les rorquals, très communs ici dans le Saint-Laurent. Et les cétacés à dents sont beaucoup plus nombreux. Ce sont le cachalot, est un cétacé à dents, les dauphins, la famille des dauphins, les delphinidés, donc tout ce qui est orques, dauphins communs, dauphins laguenorhinques de l'Atlantique, par exemple, ce sont des delphinidés. Nous avons les marsouins qui font partie des phocynidés. Nous avons des dauphins d'eau douce aussi, les platanis du Gange, les lignas de l'Amazone. Et puis nous avons ce qu'on appelle la famille des Mododontidés. Alors les Mododontidés, 2 espèces, le narval, le beluga. Narval et beluga, ils sont carrément cousins germains. Alors, chez le beluga, disons que le beluga est très particulier. D'abord, c'est un gros boudin, comme vous le voyez, c'est entièrement blanc. Gros boudin parce que quand il nage, il est un petit peu difforme, il n'est pas vraiment hydrodynamique comme c'est le cas le dauphin. Le dauphin est svelte et hydrodynamique. Le beluga, pas du tout. Hein. Donc, on a un animal, les femelles sont honnêtement moins longues que les mâles. Une femelle de beluga, ça mesure entre 3,50 m et 4 mètres. Un mâle, c'est plutôt entre 4 et 5 mètres de longueur. Ce sont des animaux qui pèsent entre 700 kg et 1000 kg pour une femelle. Un mâle, c'est plutôt entre 1000 et 1600 kg, donc une tonne 6. Alors le beluga, il a aussi une particularité. Je vous ai dit que c'est un gros boudin. Oui, parce que déjà, il ne possède pas de nageoire dorsale. C'est une sorte d'arête dorsale qui court du milieu du dos jusqu'à la pédoncule caudale. Et puis les nageoires pectorales sont très particulières. Elles ne sont pas falciformes comme une nageoire pectorale d'un dauphin, c'est plutôt une sorte de pagaie et ce sont des nageoires qui sont adaptées pour nager dans des eaux peu profondes parce qu'ils les écartent et ça fait office d'hydroglisseur. En plus, l'animal est entièrement blanc, enfin pas vraiment blanc, c'est blanc, beige, blanc, jaune. Ça dépend avec la lumière. Sachez que sur les bords, les marges des nageoires, il y a un petit peu de gris, si ce n'est pas du noir. Il y a une tache grisâtre derrière l'œil, à peu près, pas chez tous les individus. Et l'animal aussi, ce qui est une particularité, c'est qu'il est une sacrée couche de graisse, très importante, entre 2,5 et jusqu'à 25 cm de couche de graisse qui leur permet de séjourner dans des eaux qui frôlent entre 0 et 15 degrés. 15 degrés, c'est vraiment le maximum. Le beluga est un animal côtier, c'est pas un animal pélagique. Pélagique, c'est pas un animal qui vit en haute mer, c'est un animal qui vit le long des côtes, qui vit avec la glace, avec l'avancée et l'arrivée de la glace. C'est un animal qui est habitué à la banquise. Et tellement habitué qu'il peut parcourir des kilomètres sous la banquise sans respirer. Bien sûr, c'est un cétacé qui peut rester plusieurs minutes sous l'eau. Et justement, il est taillé pour casser de la glace avec son gros melon et avec son dos. C'est pour ça que beaucoup de belugas possèdent des marques des griffures qui sont non seulement dues aux griffes des ours blancs, mais qui sont dues aussi au frôlement ou en cassant la banquise. Alors, la population mondiale de belugas se situe entre 26 000 et 40 000 individus à peu près. Les 3/4 de ces belugas vivent bien sûr au Canada. La population du Saint-Laurent, il y a à peu près, sous Jacques Cartier, était estimée entre 5 000 et 10 000 individus. Et actuellement, on
pense qu'il y a à peu près autour de 1000 individus actuellement dans le Saint-Laurent. Alors les populations de belugas, les belugas en général étaient connus par les humains depuis très très longtemps. On sait que déjà les Amérindiens, lorsqu'ils vivaient ici, puis les Inuits aussi, connaissaient le beluga, ils le chassaient. La preuve, les Iroquois et les Montagnais chassaient le beluga avant l'arrivée de Jacques Cartier, puisque Jacques Cartier a assisté à des scènes de chasse de beluga du côté de Tadoussac et l'île aux Coudres. Sinon, au niveau de l'Occident, il faut dire qu'il y a eu aussi les Vikings ont connu certainement des belugas. Les Vikings sont venus du côté du Labrador. Il y a cette époque-là, on peut dire que durant le Moyen-Âge, le 13e, 15e siècle, la population du beluga du Saint-Laurent était très large. On avait des belugas jusqu'à cette époque-là, jusqu'à le lac Saint-Pierre et jusqu'à cette île, le Labrador, et ces belugas du Saint-Laurent descendaient jusque dans la baie des Chaleurs. Donc, c'est certain que les Vikings ont eu affaire aux belugas. Est-ce qu'ils le chassaient? On ne le sait pas. On sait que les Vikings, ils chassaient des baleines. Ils chassaient même le narval, presque à la limite, et ils chassaient le dauphin. Peut-être qu'ils avaient des relations avec l'or. Et donc, avec les belugas, peut-être qu'ils avaient des activités baleinières. En tout cas, on n'a aucune trace de ça. Alors, je vais parler un petit peu des belugas du Saint-Laurent, parce que pourquoi on a des belugas dans le Saint-Laurent qui sont très très loin des belugas de l'Arctique et qui sont complètement isolés. Hein. Ils sont isolés. Il n'y a aucun contact entre les belugas du Saint-Laurent et les belugas de l'Arctique. Et pourquoi? Il faut savoir que durant le Quaternaire, il y a eu 4 périodes glaciaires, et notamment la dernière période glaciaire du Pléistocène, qui a débuté il y a environ 80 000 ans et qui a fini vers les 10 000 ans. Et durant cette période glaciaire, il y a eu ici un énorme glacier qui faisait entre 4 et 5 km d'épaisseur, qui s'étendait jusqu'au sud de New York. Ça, c'était la période glaciaire. Mais au fur et à mesure du réchauffement, ce réchauffement climatique qui a commencé il y a environ 12 000 ans, ce réchauffement climatique de l'Holocène, c'est la période interglaciaire. Ce glacier, lui, il a reculé vers le nord, et il s'est arrêté il y a environ 9 000 ans, là où vous voyez la rive nord là. Justement là, il y a eu un énorme mur de glacier. Et ce mur, au pied de ce mur, il y avait une mer énorme qu'on appelle la mer Champlain. Sa mer Champlain qui était très étendue puisqu'elle s'étendait jusqu'à Ottawa. Dans cette mer Champlain vivaient des animaux consonance arctique, d'environnement arctique. Et donc dans cette mer, il y avait des narvals, il y avait des phoques à capuchon, il y avait des baleines franches boréales, donc il y avait une faune que nous trouvons actuellement dans l'Arctique, et il y avait des belugas. Mais sauf que environ vers 9 000 ans après vers 9000 ans, ce glacier a reculé. Il y a eu un réchauffement climatique encore qui a été drastique, et ce mur a reculé vers le nord. Les narvals, les baleines franches boréales sont rentrées vers le nord, et les belugas sont restés ici et se sont isolés depuis, et nous avons cette population archaïque, cette population préhistorique de belugas qui est restée dans le Saint-Laurent. Alors, des fossiles de belugas, on en trouve beaucoup. Des belugas du Saint-Laurent, on en trouve beaucoup à peu près tout le long des rives du Saint-Laurent, dans la vallée laurentienne. On a trouvé des squelettes de belugas fossiles du Pléistocène, justement à Ottawa. On en a trouvé dans la région de Montréal et même dans Montréal. On en a trouvé aussi un petit peu sur la rive sud entre Montréal et Québec. Et donc, on trouve aussi des ossements de narval. Hein. Je peux vous dire qu'on a trouvé des ossements de narval en Gaspésie qui datent de cette période-là. Alors, le beluga, c'est un cétacé. Comme tous les cétacés odontocètes, les cétacés à dents, ce sont des animaux qui sont grégaires. Donc, c'est rare que vous verrez un beluga solitaire. C'est un beluga solitaire, c'est qu'il y a un groupe pas très loin. Donc, ce sont des animaux qui vivent en troupeau cette fois-ci. Ça ne va pas être des troupeaux de 5, 6 individus, 10 jusqu'à plusieurs centaines d'individus. Ici, les belugas, là, ça dépend des régions. Par exemple, ici, ce sont des mini-groupes. Alors, vous avez un groupe de 5, plus loin un groupe de 5, et plus loin un groupe de 5, et ça peut former une bonne centaine d'individus. Par contre, ce que j'ai vu dans l'Arctique, on a des groupes de plusieurs centaines d'individus quand même qui sont en déplacement. En Russie, par contre, j'ai vu des groupements de belugas, c'était des petits groupements de belugas de 4-5 individus. Donc, ça dépend des régions. Mais lorsque ces animaux commencent à migrer, là, ils se rassemblent par
plusieurs centaines, voire un millier d'individus lorsqu'ils sont en train de migration entre l'été et l'hiver. Alors, les belugas sont comme tous les cétacés, c'est des animaux qui restent en plongée. Alors, savoir que ce qui est en train de se passer, c'est que les belugas, quand vous les voyez respirer, ils sont obligés de faire une série de ventilations qui peut aller de 3 à 4 surfacing pour respirer, pour prendre de l'air, pour s'oxygéner, pour renouveler à peu près 90% de l'oxygène. Une fois que c'est rempli, ils vont aller en immersion et ils restent en moyenne entre 5 et 10 minutes sous l'eau. Ils peuvent rester jusqu'à 15 minutes et on a pensé que c'était des animaux qui vivaient, qui pouvaient plonger jusqu'à 300 mètres. Alors maintenant, on sait qu'un beluga peut plonger jusqu'à 1000 mètres et maintenant, c'est cet animal qui est très recherché par les marines militaires maintenant. Les Russes l'ont utilisé, les Américains l'utilisent maintenant aussi. Les Russes commencent aussi à le réutiliser parce que c'est un animal qui s'acclimate à des eaux très très froides. Donc non seulement on peut l'avoir dans les eaux à 5 et 10 degrés, mais c'est qu'on peut l'utiliser dans les grandes profondeurs là où les eaux sont à 4 degrés. Généralement, on pense qu'un beluga vit à peu près une trentaine d'années. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout maintenant parce qu'avec les nouvelles analyses, enfin les nouvelles analyses, les Japonais savaient très bien qu'une baleine, par exemple, ça vivait 110 ans et qu'avec les dernières études, on sait qu'une baleine franche peut vivre jusqu'à 200-250 ans. Maintenant, on a aussi un autre truc, c'est que les Danois, maintenant, ont travaillé sur les narvals qui étaient capturés par les Inuits au Groenland et on sait qu'un narval peut vivre jusqu'à 130 ans. Et comme le beluga est très très lié, c'est un cousin germain avec le narval, il est fort probable qu'un beluga vit au-delà de 30 ans, de 100 ans, excusez-moi. Au niveau reproduction, il faut dire que ce qui est très marrant, c'est que le beluga, il n'est pas tout en blanc. Hein. À sa naissance, il est carrément gris très foncé, voire bleu très foncé, et il commence à pâlir petit à petit, il devient gris clair sur l'ordre de 1 an, 2 ans, et c'est à l'âge de 5 ans que le beluga devient complètement blanc. Lorsque le beluga est né, il mesure à peu près entre 60 cm et 1 mètre, à peu près, et puis c'est un animal qui pèse dans les 60-100 kg, hein, quand même, facile. Généralement, c'est un petit tous les 3 ans, et la gestation est d'environ une douzaine de mois à peu près. Hein. Donc, voici un petit peu la reproduction de ces animaux. Alors, l'alimentation du beluga, bon, ben, c'est un carnivore, hein, de toute façon. Bon, c'est pas le régime alimentaire du Nork, hein, c'est autre chose. Donc, ça mange à peu près, c'est un petit peu opportuniste quand même. Là, ce qui concerne le Saint-Laurent, il mange à peu près tous les poissons. Surtout, il mange de l'aigle fin, oui, un petit peu, du caplan, de l'éperlan, de la morue, et puis du saumon, hein, ça peut arriver, des étoiles de mer. On a trouvé des polychètes, des vers polychètes dans leur estomac. Dans l'Arctique, c'est plus aussi des étoiles de mer, c'est bourré d'étoiles de mer, hein, dans l'Arctique, hein, je vous ferai remarquer, mais aussi de la petite morue arctique. Alors bon, est-ce qu'il y a des ennemis, est-ce qu'ils ont des amis? Alors au niveau des prédateurs du beluga, nous avons bien sûr l'orque. Hein, ici, pas du tout. Ici, il n'y a pas d'orque dans l'estuaire du Saint-Laurent, peut-être dans le golfe du Saint-Laurent, mais il n'y a pas de beluga, donc ici, il ne risque pas d'avoir des mauvaises rencontres avec les orques. Par contre, dans l'Arctique, oui, il y a des populations d'orques au Nunavut, au Nunavik. Oui, j'ai vu des orques au Nunavik, mais il y a très peu de belugas dans le Nunavik. Par contre, Nunavut, oui, il y a des grosses populations d'orques et ils s'attaquent au narval, ils s'attaquent au beluga. Sinon, il y a l'ours. Alors, l'ours blanc est un gros ennemi du beluga, justement. Les ours s'attaquent au beluga en hiver. Vous savez, quand la banquise se forme en hiver, il y a ce qu'on appelle les safsats, c'est-à-dire des trous d'aération pour cétacés. Et généralement, les narvals et les belugas qui sont adaptés à vivre sous la banquise cherchent particulièrement ces régions pour pouvoir respirer. Et dans ces safsats, nous pouvons avoir un troupeau de plusieurs dizaines d'individus qui veulent respirer. Et là, vous avez les ours qui sont attirés par l'odeur parce qu'ils sentent l'odeur des belugas et des narvals à plus de quelques dizaines de kilomètres au loin. Et ils se rassemblent. Et dès que les belugas sont dans ces secteurs, dans ces safsats en train de respirer, ils leur sautent dessus et ils essayent de rapporter un beluga sur le rivage pour le manger. Moi, je connais un endroit en été, enfin plusieurs endroits en été, qui sont des baies dans lesquels les belugas ou même les narvals, ils rentrent pour muer, parce qu'ils changent de peau, hein, les cétacés, notamment les belugas, ils viennent pour muer, ils viennent pour mettre bas, parce que ces eaux ne sont plus à 4 degrés, ils sont facilement entre 10 et 15 degrés, et le petit, lorsqu'il naît, il naît sans sa couche de graisse, et du fait qu'il naisse sans sa couche de graisse, eh ben, ils ont besoin d'eau chaude pour maintenir leur température corporelle à 30-34 degrés quand même, hein, 37 degrés même, et dans
dans ce cas-là, vous avez les ours qui savent très bien que vous avez des groupes de femelles qui vivent dans 30, 40, 50 cm d'eau quand même. Hein. C'est ça qui est incroyable pour les belugas, c'est qu'ils rentrent dans des eaux qui sont peu profondes. Et comme c'est des eaux qui sont chaudes, qui sont relativement chaudes, qui sont relativement bonnes pour ces petits, et ben les ours savent très bien que ces belugas deviennent une proie facile et donc ils chassent des belugas dans ces régions-là. Sinon, au niveau, un autre ennemi, c'est le morse. Je voudrais revenir un petit peu sur la relation entre le beluga et le narval parce que on connaît quelques cas d'hybridation. Notamment au Groenland, on l'appelle au large de la baie de Disko, il y a une île qu'on appelle l'île aux chiens. Et là, on a capturé quand même 3 hybrides de beluga narval, dont le premier a été capturé dans les années 80. Le crâne est actuellement conservé dans un musée danois à Stockholm. Et c'est en examinant ce crâne, on s'est aperçu que ce crâne était bizarroïde. C'était un beluga qui avait un drôle de crâne et on s'est aperçu que c'était un hybride entre un beluga et un narval. Et ça a été confirmé avec la génétique, sauf que ce beluga, cet hybride, a été capturé avec 2 autres belugas qui avaient exactement le même crâne. Donc on connaît 3 cas d'hybridation. Alors justement, quelle est cette relation entre l'homme et les belugas? Alors sachez que on sait maintenant avec des découvertes archéologiques, notamment à Makivik, à Montréal, là, qu'on a trouvé des vestiges d'ossements de belugas sur des anciens sites archéologiques. On savait que les Inuits, eux, ont toujours chassé le beluga. Par exemple, dans le delta du Mackenzie, dans le Grand Nord canadien, il y avait un peuplade d'Inuits qui était spécialisé durant tout l'été à chasser du beluga dans ce secteur-là. En plus, ici, vous saviez que, comme je l'ai dit un petit peu avant, c'est que les Iroquois, enfin, un certain type d'Iroquois venaient ici chaque été pour chasser les belugas. Du côté de l'île aux Coudres, du côté de Tadoussac, on sait que sur la rive sud, les montagnais aussi chassaient le beluga. Donc les autochtones ont toujours chassé le beluga. Par contre, les Occidentaux, eh ben oui, ils l'ont chassé quand même le beluga. Et notamment lorsque Jacques Cartier est arrivé, il a déjà apprécié ces Amérindiens qui chassaient le marsouin blanc. Alors le marsouin blanc, pourquoi on l'appelle marsouin blanc? Je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que bon, qu'on l'appelle baleine blanche, je suis pas tellement d'accord, c'est pas une baleine, mais qu'on l'appelle marsouin blanc, bah pourquoi pas? Parce que ils sont très proches des marsouins, parce que justement les pêcheurs, les baleiniers, les pêcheurs bretons, eux, tout ce qui ressemblait à un dauphin, c'était appelé un marsouin. Et comme le beluga ressemble plus à un dauphin qu'à une baleine, ils l'ont appelé le marsouin blanc. Donc Jacques Cartier, lorsqu'il est arrivé ici, il voyait les Iroquois chasser ces belugas qui appréciaient sa chair. Et les marins français, à cette époque-là, ils ont apprécié aussi cette chair et ils l'ont commencé à le commercialiser. Au XVIIe siècle, il y a eu des concessions au Québec où il y avait une chasse notamment sur l'île aux Basques. Il y a eu une chasse au beluga sur l'île aux Basques en 1680. Et puis ensuite, cette chasse s'est propagée sur toute la rive nord, Tadoussac et surtout l'île aux Coudres, qui était le centre névralgique de la chasse au beluga durant le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. On a eu ensuite, d'abord il y avait de la chasse, c'est une chasse qui se pratiquait au harpon à la main. Après, il y a eu le harpon au fusil. Et après, cette chasse au beluga s'est un petit peu propagée non seulement sur toute la rive nord, mais aussi ici sur la rive sud. On faisait de la chasse au beluga à Rivière-du-Loup. On en faisait aussi à Cacouna. Et puis même plus loin, surtout du côté de la Pocatière et Rivière-Ouelle. Et jusque dans les années 60, on a tué quand même on tuait à peu près vers les débuts du XXe siècle. On tuait entre 400 et 600 belugas à l'année longue. Ensuite, on a continué cette chasse aux belugas. Ces belugas à la fascine. À la fascine, c'est-à-dire qu'on les piégeait, on mettait des perches le long des rivages et on attirait les belugas dans ce piège. Et après, avec la marée basse, le beluga s'échouait, il n'y avait plus qu'à le ramasser. Alors bon,
avec qu'est-ce qu'on faisait avec le beluga? Parce qu'on ne faisait pas que tuer le beluga, puis après on l'abandonnait comme ça dans la nature. Non, on l'utilisait. C'est un animal qui était intéressant au niveau commercial, puisque la chair de beluga était très recherchée. On faisait des boudins, on faisait des saucissons, des saucisses avec du beluga. Et puis il y avait aussi autre chose, c'est son cuir, sa peau. Son cuir était très très résistant, très souple et résistant. Et on faisait des lacets, on faisait le cuir des chaussures et les carrosses, vous savez les cuirs qui entouraient les carrosses étaient faits avec le cuir de beluga. Donc le beluga était très recherché. Et puis comme on a constaté une nette diminution des populations de belugas, on a arrêté définitivement la capture des belugas dans le Saint-Laurent vers en 1979. Donc c'est assez récent. Alors justement, parallèlement à cette chasse commerciale qui se pratiquait ici au Québec, sur des belugas, il y a eu de la chasse touristique. Et justement, dans les années 30, le Québec a proposé à des touristes riches américains qui venaient ici de temps en temps pour pêcher le saumon en Gaspésie, on leur a proposé de chasser le beluga avec des fusils. Alors, mais c'était une grosse organisation puisque ces Américains arrivaient à Montréal ou à Québec et on leur proposait un petit voyage en train ou en bus jusqu'à un grand hôtel sur la rive nord et après une petite balade en bateau avec un fusil, puis ils tiraient leur beluga. Je sais pas après s'ils le mangeaient, enfin bref, il y avait une chasse, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ensuite, dans les années 40, il y a aussi une chasse commerciale, enfin une chasse touristique au beluga, mais cette fois-ci dans la baie d'Hudson, du côté de Manitoba à Churchill. Pareil, mais là, cette fois-ci, on ne tuait pas le beluga au fusil, on le tuait avec le harpon. Bon, heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et sachez que maintenant, depuis 1979, on ne chasse plus le beluga. Alors, j'ai amené avec moi des petites sculptures inuites, parce que sachez que le beluga fait partie de la culture inuite. Hein. Les Inuits ont chassé le beluga depuis la nuit des temps. Et même à l'heure actuelle, les Nunavut et au Nunavik, sur la baie d'Hudson, j'ai participé à une chasse inuite sur des troupeaux de beluga. Et le beluga est très important puisque non seulement dans le temps, la peau du beluga leur donnait du cuir, leur donnait de la viande, la graisse était utilisée pour les lampes, et puis ce qu'adorent les Inuits, même à l'heure actuelle, c'est le fameux mortuck. Alors le mortuck, c'est aussi simple, c'est une couche de peau avec la couche de graisse qui est à l'intérieur, et ça se mange cru, ça se fait pas cuire. Et généralement, dès qu'un beluga est tué, on commence à couper ces mortucks en lanières, et on le met de côté et l'animal est ensuite dépecé sur place et on rapporte tout ce mortuck au village et l'animal est partagé. Alors ici nous avons une sculpture qui vient du Grand Nord canadien, du Nunavut. C'est un beluga qui a été taillé dans du bois de renne et l'animal est bien proportionné. Là j'ai aussi apporté un beluga qui est taillé dans une pierre qui est verte, c'est de la serpentine. Ça vient et là, c'est un beluga qui danse. Il danse, il est heureux. On a souvent des sculptures d'ours qui dansent. Alors, sachez que le beluga fait partie des légendes inuites. Connaissez tous Sedna. Sedna, qui est une déesse très 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 importante dans les légendes inuites, c'est elle qui est à l'origine de la création de la vie et des animaux. C'est généralement Sedna a donné naissance aux baleines, aux belugas, aux narvals, parce qu'on lui a coupé le doigt. Enfin, il y a énormément d'histoires de légendes qui sont liées à Sedna et qui sont différentes selon les tribus d'Inuits, c'est ça, selon les villages Inuits, ce qui était important. Et le beluga fait partie de ces légendes Inuits. Alors aussi, il y a un autre phénomène qui est pas très récent, c'est les belugas en captivité. Alors sachez que les belugas ont été parmi les premiers cétacés gardés en captivité. On connaît tous le cas de Flipper le dauphin, qui est un grand dauphin. Et les grands dauphins, c'est vers les années 50 qu'on les a tenus en captivité. Mais sachez que les belugas, eh ben, il faut remonter à 1860. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en 1860, les premiers belugas, donc parmi les premiers cétacés gardés en aquarium, ils ont été capturés ici, dans le Saint-Laurent, et notamment à l'île aux Coudres. 1860, l'île aux Coudres, ils ont été emmenés à Montréal en chaloupe, et ensuite ils ont pris le train pour aller à New York. New York, ils ont été
gardés au fameux musée de Barnum. Ensuite, vers les années 70, on a capturé des belugas Churchill dans la baie d'Hudson et ceux-là, ils ont été envoyés au Japon et ensuite ils ont été envoyés en Europe, notamment au zoo de Duisbourg en Allemagne. Je peux en parler parce que j'ai travaillé au zoo de Duisbourg dans les années 80. Et ensuite, on a arrêté de capturer les belugas canadiens. Et là, on s'est attaqué aux belugas russes qui ont fourni, qui ont été envoyés dans des aquariums japonais, notamment à Tokyo, puis surtout Kamogawa SeaWorld. Et ensuite, il y a 5-6 ans, il y a eu une grosse capture de plus d'une centaine de belugas au Kamchatka, cette fois-ci en Russie. Et Poutine, ce que j'aime bien, c'est que Poutine, quand il a su ça, il a envoyé l'armée pour relâcher les belugas. Donc, il voulait plus que du tout qu'on s'occupe, qu'on capture des belugas pour les zoos japonais et les zoos chinois. Et actuellement, il y a énormément de belugas maintenant parce que les belugas, ce qui se passe en captivité, c'est que ce sont des animaux qui se reproduisent très très vite et très très bien. Et donc maintenant, la plupart des aquariums achètent des belugas qui naissent en captivité. Alors, quand on fait un petit peu de l'anatomie comparée, on est toujours surpris par le squelette des certains animaux. Là, j'ai entre les mains une nageoire pectorale de beluga. Le dauphin, c'est pareil, la baleine, c'est pareil. Donc, c'est une main avec 5 doigts. C'est exactement la même squelette de notre main. C'est pareil, exactement pareil. Sauf que durant l'évolution, il ne faut pas oublier que les cétacés, c'était des mammifères terrestres qui se sont transformés en cétacés, qui ont évolué et développé en mammifères marins. Et bien sûr, cette main s'est transformée en nageoire. Mais la nageoire, c'est la forme extérieure, mais la forme intérieure, c'est une main. Par contre, les membres postérieurs, c'est-à-dire les jambes, ont disparu. Il ne reste plus qu'un rudiment de bassin. Donc, c'est juste pour vous donner une petite image de cette formidable évolution dans le monde animal. Et on peut dire que le beluga, il a plus de 5 millions d'années d'évolution quand même. Hein. Alors que les cétacés, il y a 45 millions d'années, ils étaient des animaux terrestres. Alors maintenant, comme on est sur le Saint-Laurent, on va vous dire où voir des belugas. C'est simple, les belugas, il suffit d'aller sur la rive nord. La rive nord, si vous allez du côté de Tadoussac, l'embouchure du Saguenay, pas besoin de prendre un bateau pour avoir des belugas. On voit souvent des belugas qui passent du Saint-Laurent et qui rentrent dans le Saguenay, dans le fjord du Saguenay, parce que le fjord du Saguenay est l'un des sites de reproduction et de repos pour le beluga. Et sachez que moi, je connais un petit peu la région où nous sommes ici, sur la rive sud du Saint-Laurent, et nous avons une zone où les belugas ici viennent peut-être mettre bas du côté de Rivière-du-Loup, Kakuna, et puis justement on a cette année en 2024, cet été 2024, on a ouvert un centre pour l'observation des belugas qui se trouve au Gros Kakuna, hein. Et là on peut voir de temps en temps des belugas qui longent la rive sud, puisque là il y a ici dans cette région-là des autoroutes à belugas. Alors les autoroutes à belugas, c'est des barres de courant que les belugas suivent parce qu'il y a énormément de populations de poissons donc qui se nourrissent en même temps. Donc les belugas sont très faciles à observer et beaucoup plus faciles à observer de la côte que du bateau parce qu'il y a des réglementations qui existent ici dans le Saint-Laurent où il est strictement interdit d'approcher les belugas et même s'il y a des belugas qui s'approchent de vous, il est strictement recommandé de les quitter, de s'éloigner des belugas. Donc le seul moyen de voir des belugas au prix quand même gratuitement, même à la limite, c'est de longer les côtes, de longer la côte, de marcher le long de la côte, et là, on risque de voir des belugas. Je vous le dis tout de suite, du côté de Tadoussac, c'est prévu. Vous en verrez. Puis du côté aussi, le quai de Rivière-du-Loup. C'est sûr que chaque jour, moi, je voyais des belugas du quai de Rivière-du-Loup, le matin notamment. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine émission. Merci et à très bientôt. Au revoir.